Matin, quel avenir pour la rénovation énergétique en 2026? Ça a beaucoup bougé en 2025. On a attendu ça pendant assez longtemps, cette réouverture de MaPrimeRénov' qui a eu lieu lundi. Donc, c'est l'occasion de vous en parler. Le programme du jour, ça va être donc de voir, selon nous, ITAC, quelles sont les tendances 2026 du marché de la rénovation énergétique. Un petit point sur ce qui change dans le dispositif, il a beaucoup bougé, donc ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Ensuite, avec Walter, on va passer sur quelques cas concrets pour calculer concrètement ce que ça veut dire les aides de la rénovation énergétique, et puis on va essayer de garder un petit temps de questions-réponses. Tout au long de la présentation, nous, on a accès au chat. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à vous les poser, on aura toujours un œil sur les conversations, on essaiera d'y répondre. De fond, on reviendra à la toute fin dessus pour y répondre et on va dire essayer de lancer quelques discussions, on va dire. Pour démarrer, donc d'où on vous parle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc ITAC. ITAC, on est organisé autour de 2 branches aujourd'hui avec une unique mission, qui est donc de rendre chaque bâtiment plus durable et plus confortable grâce à une rénovation énergétique ingénieuse. On a donc 2 branches, l'une qui est ITAC, qui est donc un bureau d'études thermiques pour les logements individuels et les copropriétés. Donc on est globalement des ingénieurs et on se déplace chez nos clients pour les accompagner en amont et pendant leur projet. On va également les accompagner sur la récupération des aides de l'État, donc de MaPrimeRénov'. Et ensuite, on a une deuxième branche qui est donc ITAC Pro, qui est organisée autour de plusieurs logiciels. Donc là, pour le coup, c'est des développeurs. Le logiciel le plus connu, c'est Argos, qui est donc notre logiciel de thermique, qui permet de modéliser, de faire des audits énergétiques de logements individuels et de copropriété très très bientôt. Et on a également l'académie, qui est un centre de formation à la rénovation d'ampleur, qui est donc inclus dans ITAC Pro. Ce matin, je suis donc accompagné de Walter, qui est donc notre responsable scientifique. Je suis donc le cofondateur d'ITAC et pour information, je suis également membre fondateur de Rénomar, qui est une fédération des mares privées, et je suis également membre du CINOV Ingénierie, qui est donc une fédération des ingénieurs. Donc voilà pour de là où on se place. Alors, il y a des micro-coupures, j'espère que c'est pas trop bloquant pour tout le monde. Nous, de notre côté, la connexion a l'air stable, en tout cas, on n'a pas de retour de notre connexion. N'hésitez pas à nous le dire si c'est généralisé, on essaiera de trouver une solution. Si on se lance sur donc, les tendances et les nouveautés du marché de la rénovation énergétique donc, en 2026, on les a regroupées en 6 grandes tendances. Qu'on va passer en revue. Nous, déjà, le point le plus important, c'est qu'on est plutôt optimiste. Alors, on n'est pas non plus certain de la tendance 2026, mais il y a quand même de nombreux signaux faibles qui nous font penser que l'année 2026 peut être une bonne année. Et en tout cas, on va tout faire pour. On n'est pas non plus naïf. On a connu sur les 18 derniers mois suffisamment d'aléas pour savoir qu'un début d'année peut très bien se passer. Et il faut être vigilant pour le reste de l'année, mais quand même, il y a des tendances. La première, c'est que le budget est stable pour la rénovation énergétique. Globalement, on entend depuis un bout de temps à l'échelle de l'État, et la rénovation énergétique a gardé un budget stable de 3,6 milliards d'euros en 2026. Donc, ceci grâce grandement aussi au C2E, mais le budget de l'ANA consacré au dispositif MaPrimeRénov' est bien stable entre 2025 et 2026. Ce qui est quand même une excellente nouvelle, et nous, on décide de le voir comme ça. On aurait pu imaginer une croissance, c'était ce qui était prévu au début, mais vu les mois passés, franchement, on peut quand même s'en réjouir. Le deuxième point important, c'est la montée en puissance de la rénovation d'ampleur. Alors là, on parle évidemment principalement du point de vue, nous, de notre engagement ITAC. On est vraiment en faveur d'une rénovation globale. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit une inversion
des aides entre le monogeste et la rénovation d'ampleur. Donc nous, on vit ça comme une très bonne nouvelle de voir qu'en 2025, on avait 100 000 rénovations prévues, rénovations d'ampleur, 250 000 monogestes. Et là, cette année, la tendance est inversée avec 120 000 rénovations d'ampleur prévues sur 2026 et seulement 150 000 rénovations par geste. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà réalisé 120 000 finalement en 2025. Donc globalement, c'est atteignable et ça va être l'objectif de cette année. J'ai suivi cette étude qui sort tous les ans de la part des notaires, qui donc suit l'évolution, ce qu'on appelle la valeur verte, l'évolution de la valeur verte, qui est donc la corrélation entre la valeur d'un bien et la note énergétique. C'est donc bien une corrélation. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte que simplement la rénovation énergétique. Mais ce qu'on peut voir quand même, ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude de 2000, qui est sortie en décembre 2025, sur les chiffres de 2024, donc elle date un petit peu, on voit qu'on continue à avoir vraiment une croissance de cette valeur verte. Plus les années passent, plus les logements qui sont classés G ont une décote, on va dire, par rapport aux logements classés D. Donc en moyenne, sur les appartements, c'est 12% moins cher. Les logements G se vendent 12% moins cher que les logements D, 25% pour les maisons, et on a 16% entre un logement de classe D et un logement de classe A ou B. Donc on voit vraiment une grosse évolution, et en particulier un chiffre qui est très important à avoir en tête, c'est celui de même la région parisienne. On pourrait penser que sur les zones tendues, c'est moins le cas. La région parisienne, on est monté à 10% d'écart entre un logement de classe G et un logement de classe D. On était à 7% l'année précédente. Donc on voit quand même une grosse évolution. Et quand on imagine un prix au mètre carré à 10 000 euros, on voit tout de suite les gros impacts et donc de cette corrélation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est sorti il n'y a finalement pas si longtemps. Et je pense que dans le discours autour de la rénovation énergétique, ça vaut vraiment le coup de se l'approprier et de communiquer sur ce sujet. Le dernier point plutôt important, c'est le statut du bailleur privé, qui est donc le petit nouveau qui est sorti avec le PLF récemment, qui peut aussi bien financer donc le neuf que l'ancien. Mais globalement, on voit que pour les logements anciens, il faut que les travaux de rénovation énergétique représentent 30% du prix d'acquisition. Donc on peut tout de suite voir qu'on a encore une fois un encouragement à faire des travaux d'ampleur pour pouvoir bénéficier de ce statut de bailleur privé qui donne des avantages fiscaux intéressants dans le cas d'une location d'un appartement, d'une maison. Donc ça, c'est encore une fois, c'est des signaux qui nous font dire on a quand même de quoi être optimiste sur l'année 2026. Il y a les aides qui sont stables, et puis il y a quand même tout un tas d'autres dispositifs et d'autres signaux qui nous font penser que même en dehors des aides, ce qui est quand même l'objectif à terme, faire de la rénovation énergétique peut être intéressant financièrement pour les ménages et pour les bailleurs également. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous donne plutôt espoir. Dans les on va dire, points d'attention que nous, on garde bien en tête, on a ce qui s'appelle la SNBC 3. Donc là, il y a ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et en parallèle, il y a également la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont sorties très récemment. Alors, sur la SNBC 3, donc c'est un nom un peu barbare, mais c'est encore un projet. Ce qu'on peut voir, et ce qui est quand même un point d'attention pour la rénovation globale, c'est qu'on sent quand même une espèce de passage il faut encourager l'isolation, l'efficacité de l'enveloppe avant de penser à des systèmes décarbonés. Là, globalement, l'accent est quand même mis sur l'électrification de notre énergie, ce qui est une très bonne chose, mais parfois, ça peut se faire au détriment de l'isolation, ce qui est, pour le coup, à notre avis, plutôt une mauvaise manière de voir les choses, un mauvais investissement sur le long terme, même si à court terme, bien sûr, l'enjeu, c'est la décarbonation. Donc ça, c'est quand même un élément à avoir bien en tête sur 2026 et qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, parce qu'on peut quand même assez facilement tendre vers une installation massive de pompes à chaleur, ce qui n'irait pas forcément dans le bon sens.
L'autre point d'attention, c'est un stock de dossiers important. MaPrimeRénov' a réouvert. Vous avez dû peut-être en entendre parler. On estime qu'il y a à peu près 83 000 dossiers de rénovation d'ampleur qui datent de 2025, qui sont en attente. Forcément, ça va impacter également les dossiers de 2026 et les dépôts qu'on va pouvoir faire. Le petit point, on va dire, le petit point d'optimisme qu'on a, c'est que c'est pas parce qu'il y a 83 000 dossiers en attente de 2025 qu'il ne peut pas y en avoir fin 2026. On peut terminer l'année avec du stock malgré tout. Donc, c'est une question de flux. Malgré tout, ça veut quand même dire qu'on peut imaginer une augmentation des délais. Ce qui change sur le dispositif MaPrimeRénov', pas grand-chose, mais quand même, à avoir en tête, les plafonds de ressources sont revalorisés comme tous les ans pour suivre l'indice de prix à la consommation. Donc ça, c'est bien à avoir en tête qu'à mettre à jour dans vos documents, les plafonds évoluent chaque année pour prendre ça en compte, que ce soit sur l'Île-de-France ou hors Île-de-France, pour chaque niveau de revenu. Le deuxième, et ça c'est une grosse évolution quand même, c'est qu'un rendez-vous est obligatoire dans un ECFR, donc un espace conseiller France Rénov'. Donc pour les rénovations énergétiques d'ampleur, il faut passer en amont du dépôt du dossier par un espace conseiller France Rénov'. C'est à la fois une très bonne nouvelle parce que c'est une manière de lutter contre la fraude. Le point d'attention, c'est l'augmentation des délais qu'on peut imaginer. Donc il faudra bien anticiper pour que ça puisse être le plus fluide possible. Ça donnera lieu à une attestation de rendez-vous qui sera à joindre donc, au dossier de demande d'aide de MaPrimeRénov'. Donc à avoir en tête sur 2026. Les montants sont inchangés. Je ne vais pas les passer en revue, c'est un petit peu long, mais globalement, ce qu'on observe, c'est que, vous savez, on classe les différentes typologies de revenus par couleur. Donc les très modestes sont bleus, puis les jaunes, puis les violets, puis les roses. On n'a pas d'évolution. On voit qu'on a quand même des montants qui peuvent être importants sur les revenus très modestes ou intermédiaires. On peut monter jusqu'à 34 000 euros d'aide sur 3 sauts de classe ou plus pour les revenus très modestes, 18 000 pour les revenus intermédiaires et un petit peu moins d'aide pour les revenus supérieurs. Ça peut permettre de financer typiquement l'accompagnement et un petit peu de suivi, mais ce n'est pas ça qui va financer la majorité des travaux. On a ce qui s'appelle l'écrêtement également, qui est le montant d'aide maximum qu'on peut obtenir, tout type d'aide confondu. Pour avoir bien en tête, pour tous ces dispositifs, il faut être accompagné par un accompagnateur Rénov', donc les MAR. C'est ça qui explique le plus dans le tableau. En 2026, on a 2 gestes qui ne sont plus financiers, de monogestes. Donc dans le cadre de rénovation d'ampleur, ce n'est pas le cas, mais dans le cadre d'une rénovation par geste, ça a été supprimé. On a donc les chaudières biomasse et l'isolation. Je vous le disais précédemment, on sent quand même un revirement vers les systèmes et un petit peu moins les systèmes électriques et un petit peu moins vers l'isolation ou d'ailleurs de la biomasse. Donc, à avoir bien en tête. Sur le parcours copropriété, donc ça, la bonne nouvelle, c'est que celui-ci continue à être assez stable, comme sur les mois précédents, comme sur 2025 également. Donc, il y a différents niveaux, mais globalement, cela va dépendre des gains énergétiques qu'on va réaliser. On ne va pas être sur des nombres de sauts de classe comme sur les logements individuels, mais sur des gains énergétiques au minimum de 35%. Et ensuite, on peut avoir plus d'aide si on monte à 50%, si on a une sortie de passoire. Et en fonction des occupants, on peut avoir également des primes individuelles. Donc ça, c'est stable. C'est quand même la bonne nouvelle. C'est que ce parcours-là n'évolue pas non plus. Je vous l'avais mentionné tout à l'heure, il faut avoir en tête que sur les parcours MaPrimeRénov', les délais de traitement peuvent être importants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer assez tôt. Les dossiers avancent et nous, on le voit bien, d'autant plus là avec la réouverture, on a eu quand même de nombreux octrois ou validation de dossiers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais malgré tout, il faut quand même compter entre 4 et 9 mois entre. Donc, dans le parcours de MaPrimeRénov', pour rappel, on dépose son dossier avec l'ensemble des pièces justificatives. On fait un audit énergétique, on dépose son dossier, il est octroyé, on peut démarrer ses travaux à partir de ça. En tout cas, c'est là où c'est le moins risqué de démarrer ses travaux. On termine ses travaux, on redépose son dossier pour clôture
il est validé, on reçoit l'argent. Donc, sur cette première étape, entre le dépôt et l'octroi, il faut compter entre 4 et 9 mois. Ensuite, il faut compter également des allers-retours assez importants avec l'ANA sur les dossiers. C'est assez systématique. Cela va dépendre globalement des interlocuteurs et des instructeurs, mais la majorité des dossiers fait l'objet de plusieurs retours, de demandes de modification, ce qui peut donc allonger les délais. Je vous dis ça pour forcément avoir ça en tête également lorsqu'on parle aux ménages de ces sujets, que c'est quelque chose qui peut être un peu long, d'où d'ailleurs l'intérêt de se faire accompagner. Et en moyenne, on a 6 mois entre la demande de solde et le versement, donc à la clôture. Une fois que le dossier en revanche est validé, on peut recevoir les fonds assez rapidement, entre 1 et 2 mois. Donc voilà globalement sur les grandes tendances. La conclusion, on est plutôt optimiste. Il y a quand même de nombreux signaux qui nous font penser que ça peut être une belle année pour la rénovation énergétique. Il y a quand même beaucoup de choses à avoir en tête et il faut faire attention au délai et à bien les anticiper pour que le projet soit le plus fluide possible. Ça peut être un peu théorique, donc là, je vais donner la main à Walter sur des cas un peu plus concrets de simulation pour vraiment rentrer dans le vif du sujet des dossiers MaPrimeRénov'. Merci beaucoup Baudouin pour ces explications qui étaient, je trouve, très claires, mais je suis potentiellement un avis biaisé. Donc, on va faire des cas pratiques. Et donc d'abord, je vous présente la grille de lecture et c'est aussi la grille de réflexion qu'on aime beaucoup avoir pour construire les raisonnements de financement et d'éligibilité aux aides. Donc d'abord, on regarde le profil du ménage. Donc Baudouin a parlé des catégories de revenus, donc c'est très important avec le revenu fiscal de référence. Après, on regarde la situation initiale du bien. On regarde quel bouquet de travaux vont être amenés, avec aussi du coup les montants associés, un élément très important. Combien de sauts de classe on vise, puisqu'on l'a vu, en fonction, si on a 2 sauts de classe ou si on a 3 sauts de classe et plus, les enveloppes d'aide peuvent changer. Après, il y a aussi tout un système d'aide qu'on regarde, parce qu'il n'y a pas que MaPrimeRénov', il y a potentiellement les C2E, l'éco-PTZ, aussi des aides locales. On sait par exemple que la Normandie est très très active sur ce sujet-là, la métropole de Lyon aussi. Donc on a beaucoup d'aides aussi qui peuvent venir subventionner les travaux. Et après, il y a une estimation du reste à charge réelle pour aussi pouvoir rendre visible ça aux usagers, puisque c'est ce qui va directement impacter leur porte-monnaie. Donc, si on prend un premier cas pratique, donc on imagine un couple avec 2 enfants, donc en revenu très modeste, dans une maison des années 70, 100 mètres carrés au fioul, en classe F. Donc, un bouquet de travaux avec une ITE, une isolation des combles, une VMC simple flux et une PAC RO. Donc, tout ça, globalement, on peut estimer un saut de classe à 4 sauts. Donc là, bien sûr, c'est des cas fictifs qui nécessiteraient en pratique un audit, une modélisation plus fine, etc. Mais c'est juste pour illustrer tous les propos de ce que nous a présenté Baudouin. Donc, on a un coût de travaux autour des 75 000 euros. C'est une fourchette plutôt conservatrice. Donc, on est plutôt bas en fourchette, mais prenons cet exemple. On pourrait l'ajuster. Donc, le plafond, si on a plus de 3 sauts de classe, c'est 40 000 euros aux yeux de l'ANA. Donc, pour MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur, comme on est sur un revenu bleu, on est à 80% du montant plafonné, donc de 40 000 euros et 2 000 euros d'aide pour l'accompagnement, mon accompagnateur rénov', donc un accompagnement sur toute la durée des travaux pour garantir qu'on a un bon accompagnement et une bonne réalisation des travaux et donc l'obtention de l'étiquette DPE en fin de chantier. Pour les catégories bleues, on n'a pas d'écrêtement donc de montant maximal d'aide atteignable et donc on n'a pas de limite supplémentaire. Et donc là, dans ce cas-là, on a un reste à charge qui serait autour des 41 000 euros. Et donc ce reste à charge serait finançable à taux zéro grâce à l'éco-PTZ, donc l'éco-prêt à taux zéro, auquel le logement est parfaitement éligible dans ce cas-là. Et si on pousse encore l'analyse, donc cet éco-PTZ donnerait des mensualités donc, sur 15 ans autour de 227 euros et une économie d'énergie autour des 150 euros. Donc ça ferait malgré tout un reste à charge mensuel sur les factures des occupants autour des 70 euros, 70-80 euros. Donc c'est pas négligeable. Pour autant, on peut aussi mettre en avant les limites de la méthodologie
et parler de confort qui ne sont pas pris en compte, où la rénovation d'ampleur peut apporter un grand confort supplémentaire et donc potentiellement baisser la consommation de chauffage et donc renforcer encore les économies. Surtout, on parle d'ITE, donc on aurait des murs chauds, etc. Donc, beaucoup d'éléments très intéressants. Et en plus, Baudouin l'a mentionné aussi, on a une plus-value sur le logement. Donc, si on imagine une plus-value donc, sur une maison de 100 mètres carrés, autour des 4 000 € du mètre carré, donc c'est une fourchette forcément potentiellement très erronée en minimisant à Paris et potentiellement très maximisant pour d'autres régions où le prix du mètre carré est beaucoup plus faible. Mais on serait autour donc, de 400 000 € pour cette maison. Et donc, la valeur verte, comme l'a expliqué Baudouin, quand on passe de F à B, on est autour de 20-25%. Et donc, ça ferait une plus-value sur le logement immédiate de 100 000 €. Et donc, certes, pour financer les travaux, ça n'apporte rien au ménage, parce que ça ne met pas de l'argent sur le compte en banque. Mais malgré tout, dans une stratégie d'application et d'implication pour comment on crée un patrimoine pour les enfants, puisque là, on a un couple avec 2 enfants, c'est des éléments qui sont très intéressants à prendre en compte. Si je prends maintenant un autre exemple, donc cette fois-ci un couple sans enfants, toujours en maison, logement jeune, donc revenu modeste, donc la deuxième catégorie. Donc maison cette fois-ci des années 80, donc 110 mètres carrés au gaz en classe E. Donc pareil, un bouquet de travaux qui permettrait d'atteindre l'étiquette C pour un montant autour des 50 000 €. Donc quand on n'a que 2 sauts de classe, on l'a vu dans le tableau précédemment, le montant plafond c'est 30 000 €. On est en revenu jeune, donc on applique le montant de 60%, enfin, le pourcentage d'aide de 60% fois ces 30 000 € plus l'aide pour mon accompagnateur rénov'. Et donc, on a un écrêtement aussi qui s'applique à 90%, pardon. Donc, on ne peut pas financer plus de 90% des travaux par toutes les aides qu'on obtient. Donc là, on a calculé que ma prime rénov', mais si cette maison est par exemple en métropole lyonnaise, il y a potentiellement les aides locales aussi qu'il faudra venir prendre en compte dans ce calcul. Et donc là, on n'a pas d'écrêtement de l'aide, on aurait bien un peu moins de 20 000 € d'aide et donc 30 000 € de reste à charge à financer par le logement, avec aussi l'éligibilité à un éco-prêt à taux zéro, puisqu'on a 2 sauts de classe, et donc jusqu'à 50 000 € d'aide, enfin de financement par ce prêt. Donc, on a 30 000 € à rembourser sur 15 ans, et pas à avancer comptant au moment des travaux. Et en plus, derrière, encore la valeur verte, etc. Et si on prend un troisième cas, donc le cas d'un appartement, donc pour un propriétaire bailleur, revenu rose, donc revenu potentiellement un revenu supérieur, donc moins d'éligibilité aux aides, sur un logement, un appartement des années 60, 65 mètres carrés, convecteur électrique, donc les fameux grille-pains, et une classe G, donc aujourd'hui interdite à la location depuis le 1er janvier 2025. Et là, un scénario d'isolation des murs, de pompe à chaleur et de menuiserie. Donc, qui nous permettent d'avoir 3 sauts de classe, un coût de travaux autour des 35 000 €. Là où, comme on a 3 sauts de classe, le plafond est toujours à 40 000 €. On est sur un revenu rose, donc on est à 10% d'aide sur le montant hors taxe des travaux, plus 400 € sur ma prime rénov'. Donc, ça fait un total un peu plus de 3 000 € d'aide, pas d'écrêtement dans ce cas-là. Et donc, ça fait 30 000 € de reste à charge. Et donc, si on pousse un peu plus loin le raisonnement et qu'on se projette dans... Là, j'ai juste mis isolation des murs, mais si on se projette dans une isolation thermique par l'intérieur, donc avec 5% de perte en superficie, donc on imagine 3 mètres carrés, et imaginons le scénario le plus défavorable, donc un appartement parisien, donc un coût au mètre carré de 10 000 €, donc on perd 30 000 € sur la valeur du bien à cause de l'isolation, à cause de la perte de surface de l'isolation. Mais si on prend la valeur verte, justement, d'un appartement parisien, donc on est autour des 10% pour Paris, donc ça fait un appartement à 650 000 €, donc 65 000 € d'augmentation de la valeur que sur ce scénario de travaux. Et donc, si on regarde le reste à charge plus la perte de surface, on est autour des 60 000 €. Et donc, malgré tout, on a quand même une plus-value au fait de faire ces travaux, qui est plus faible. Et même on imagine un propriétaire bailleur où il pourrait avoir des idées de revente ou autre, en fait, il pourrait quand même vendre plus facilement son bien et en plus, il peut de nouveau louer son bien en réalisant ses travaux. Il peut de nouveau lever le gel des loyers
grâce à ces travaux, et aussi la vacance locative, donc un élément qui est trop peu souvent mentionné et qui touche beaucoup les propriétaires bailleurs. Mais forcément, le turnover dans les appartements quand on est en passoire énergétique est beaucoup plus important, puisque les occupants se sentent mal à l'aise dans leur logement et donc vont plus facilement chercher à en partir, alors que si le logement est en D, c'est plus facile de se sentir chez soi. Et surtout quand on sait la difficulté de trouver un autre appartement, mais ça peut plus facilement pousser les occupants à y rester longtemps et donc à minimiser la perte financière liée à la vacance locative. Après, oui, Michel, une PAC en appartement parisien, c'est une très bonne remarque. Donc là, on est sur les limites du scénario. Ça peut arriver sur des zones non ABF, ça existe. Après, effectivement, sur cet exemple, c'est plus compliqué pour un appartement parisien. Je pense que donc voilà pour les cas pratiques. L'objectif de cet exemple n'était pas tellement d'ailleurs de revoir le... Effectivement, c'est quand même assez rare en appartement, ça peut exister, mais c'est quand même assez rare. C'est plus de simuler des nombres de sauts de classe qui peuvent exister avec des montants d'aide sur des revenus roses. Je voyais dans les commentaires que, effectivement, les revenus, les montants d'aide pour les ménages aux revenus supérieurs sont vraiment assez faibles. Donc, oui, il faut tout à fait les flécher vers des éco-PTZ. On a quand même, on peut avoir entre 3 et 4 000 euros d'aide. Ça peut permettre typiquement de financer l'accompagnement, qui est un sujet quand même qui aujourd'hui est assez c'est difficile à faire comprendre aux ménages, mais qui peut permettre de fluidifier le projet en faisant les bons choix dès le début, en se faisant accompagner pendant les travaux. Donc, c'est sûr que c'est peu, mais ça reste quand même un sujet intéressant. Merci Walter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'en ai déjà quelques-unes. Globalement, l'objet de ces simulations, c'est de voir que les montants d'aide peuvent être très importants. Encore une fois, il ne faut pas non plus être naïf. Sur le premier exemple, un ménage au revenu très modeste, il y a évidemment un gros enjeu de trésorerie qui peut exister avec des décalages de trésorerie entre les aides, les avances de travaux. Donc, tout n'est pas simple, mais les montants sont quand même importants. Il existe aujourd'hui des éco-PTZ qui sont certes pas si simples à obtenir, mais il y a quand même des dans le bon sens. Je vois donc plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, j'en vois une qui, donc, concernant le passage par un espace France Rénov, si le dossier date de 2025 avec un contrat signé, audit réalisé et devis établi, mais que le dépôt n'a pas pu être effectué, pour le coup, il faut bien passer par un espace conseiller France Rénov. En fait, la date, c'est il faut passer par un espace conseiller France Rénov si le dossier n'a pas encore été déposé avant 2026. Donc, en cas de dépôt en 2026, il faut forcément passer par un espace conseiller France Rénov. Si le dossier a été déposé, c'est bon, mais pour le coup, c'est vraiment ça le point le plus important. Donc, j'espère que ça répond à la question. S'il n'y a pas de conseiller France Rénov sur le secteur, alors j'ai pas forcément ce cas particulier en tête. Pour information, les rendez-vous ne sont pas forcément en physique. Ça peut également se faire par téléphone ou en visio. L'important, en tout cas à ma connaissance, c'est obligatoire dans tous les cas. Et il faut bien avoir l'attestation, une attestation pour pouvoir déposer un dossier. Peut-être des cas. Cette nouvelle disposition est sortie assez récemment. Ça date de début février. C'était en test sur plusieurs régions, mais ça a été généralisé début février. Donc, il y a encore des apprentissages à avoir là-dessus. En tout cas, à ma connaissance, c'est systématique. Et du coup, il faut avoir un rendez-vous téléphonique dans ces régions-là, dans ces secteurs-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si le bailleur a plusieurs appartements dans le même immeuble, la règle ne dépend pas forcément de l'immeuble d'ailleurs, c'est plus une règle assez générique concernant donc l'ensemble des propriétaires bailleurs. On a le droit à 3 dossiers
maximum sur MaPrimeRénov' en tant que bailleur dans un même immeuble ou pas d'ailleurs. Donc c'est ça qui permet de voir si on est éligible ou pas. Si on a déjà fait globalement trois dossiers sur MaPrimeRénov', on ne peut plus faire de nouvelles demandes. N'hésite pas, Walter, à prendre la main si tu as des questions. Sophie qui dit que les conseillers France Rénov' envoient de base les ménages vers Solia. Comment faire globalement? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut être proche aussi de ces conseillers France Rénov', d'être vu comme un acteur territorial important. Nous, par exemple, on n'a aucun ingénieur qui sont proches, par exemple, de la région de Montpellier. Et donc, forcément, on n'a pas d'intérêt à aller se rapprocher du guichet France Rénov' de cette région-là. À l'opposé, on a une ingénieure qui est à Bordeaux, et donc on a tout intérêt à être bien connu auprès des acteurs de France Rénov', du coup de la Gironde, pour qu'ils puissent aussi nous recommander si c'est pertinent. Oui, pour rebondir sur cette question, je pense qu'elle est assez cruciale en tant que bureau d'études, en tant que marque privée en 2026. C'est sûr que cette nouvelle obligation, on la vit à la fois comme un sujet qui permet d'améliorer, d'éviter la fraude. C'est certain que ça pose beaucoup de questions sur la neutralité et puis surtout quel est le rôle du MAR dans ces cas-là. Donc je comprends tout à fait les questionnements. Il y a un gros enjeu de neutralité qui va se poser. Et du coup, je rejoins totalement Walter sur la nécessité de se rapprocher des espaces pour montrer et pour justement développer des relations de confiance avec eux pour éviter les suspicions qui peuvent exister. Pour la question de Michel sur le l'essai des petites copropriétés avec un objectif de 15% de réduction, donc il est toujours, à date, il est toujours maintenu. Donc vous pouvez aussi monter des scénarios d'aide pour les petites copropriétés avec seulement 15% de réduction d'énergie. Exactement. Il sera ce dispositif court, je crois, jusqu'en 2029. Donc pour le coup, il n'est pas. Oui, c'est ça, fin d'année 2029. Alors il y a une question assez évidente, mais que je me permets quand même de montrer, qui est quel logiciel utiliser dans le cadre d'une rénovation énergétique, qui a été posée, que je n'ai pas retrouvé. Évidemment, on ne peut que vous conseiller d'utiliser Argos, le logiciel développé par Itac dans ce cadre-là. C'est certain. On a une question de Anne-Jeanne sur la présence d'Itac en Rhône-Alpes. Complètement. On a une équipe d'ingénieurs thermiciens en Rhône-Alpes. Et donc, on a un relais. Exactement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Alors, quel circuit faire pour un rose avec son éco-PTZ? Simple audit. S'il faut l'accord de l'ANA, ça implique de prendre un MAR, de faire un dossier, d'attendre l'accord de l'ANA, etc. Donc, effectivement, ça permet de rebondir sur le dernier cas qu'a présenté Walter. Nous, notre conviction chez Itac, c'est que l'accompagnement est clé pour un projet de rénovation énergétique. Faire de la rénovation globale, c'est complexe. Ça demande de déjà bien choisir ses travaux en amont, de bien sélectionner les entreprises et ensuite de bien coordonner les différents corps de métier. Donc ça, pour le coup, c'est presque le rôle d'un maître d'œuvre, mais déjà le fait de se faire accompagner par un MAR, l'audit, pour moi, il n'y a aucun sujet sur la nécessité de faire un audit pour éviter de faire des erreurs initialement. Et ensuite, il y a un énorme enjeu selon nous, en tout cas ce que nous on peut observer chez Itac dans le cadre du MAR, de se faire accompagner en assistance à maîtrise d'ouvrage pendant toute la durée des travaux pour pouvoir poser les bonnes questions, vérifier que le projet avance bien. Et l'avantage de faire ça, c'est que si, en tout cas c'est le cas chez Itac, le MAR peut gérer également les dossiers d'aide, donc finalement on peut aller chercher le montant d'aide qui est assez faible par rapport au montant des travaux, mais qui peut permettre de financer une partie du MAR ou le MAR dans sa totalité. Nous, les choses qu'on peut observer, on a fait le choix chez Itac, dans le cadre du MAR, d'ajouter une visite qui n'est pas obligatoire, qui est une visite en cours de chantier, qu'on fait souvent avant la pose du placo, par exemple, dans le cadre d'une isolation par l'intérieur, mais qui est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir voir
les travaux en cours. Et on voit vraiment de nombreux problèmes qui peuvent exister et ça permet de les remonter avant que le projet soit terminé. Donc ça, c'est typiquement les intérêts de passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage et donc un MAR pour ces projets-là. Nombreux problèmes qui peuvent exister et les faire remonter avant la fin des travaux. On a également l'exemple de conduits de ventilation qui sont pincés et forcément, une fois que tout est coffré, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher ça. Donc, on peut vite se retrouver en visite de fin de chantier avec finalement une ventilation qui ne fonctionne pas ou une isolation mal posée ou d'autres problématiques. Donc, vraiment, je ne peux que vous encourager à faire une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans ces cas-là, même pour des roses. Et donc, autant le basculer sur un parcours d'ampleur avec MaPrimeRénov' pour aller chercher les quelques milliers d'euros d'aide qui existent. C'est effectivement, ça peut se questionner en termes de délai et de pénibilité. Donc, à chacun de prendre la décision par rapport à ça. Vous avez vu les délais qui peuvent exister, mais si vous avez un MAR qui peut faire le dossier pour vous, finalement, ça peut simplifier les choses. Donc, là-dessus, j'ai tendance à vous encourager. Et du coup, Baudouin, question pour toi, si on a un bureau physique d'ITAC sur Caen? Alors, on n'a pas de bureau physique d'ITAC sur Caen, on a une personne à Caen qui s'appelle Marc, qui est super, que je ne peux que recommander, mais qui, pour le coup, est en remote, et donc basé chez lui, et qui circule autour de Caen. Donc, pas de bureau physique de passer à l'improviste voir Marc, mais à ne pas hésiter à lui proposer un rendez-vous. Il sera très heureux de pouvoir discuter avec vous. Pensez-vous pouvoir réaliser une démo de Argos? Oui. Pardon, on a pris le même sujet. Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté. Alors, Walter, je sais. Moi, j'ai l'impression que ça bug un peu de mon côté. Je ne sais pas si toi, c'est plus fluide. Non, du coup, je pense que c'est effectivement plutôt de ton côté. Donc, est-ce qu'on peut réaliser une démo d'Argos? C'est pas le sujet du jour. Mais tout à fait. Alors, il en existe directement en ligne et on fait des webinaires assez régulièrement pour pouvoir justement montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et d'ailleurs, ça va être le message de fin, mais n'hésitez pas à nous suivre. Donc Argos sur LinkedIn ou ITAC. On communique assez régulièrement. On a une newsletter également, donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à demander à tester. Ça se fait en autonomie sur le site. Et puis ensuite, vous pouvez avoir Timothée qui a quelques questions, qui saura vous expliquer et vous faire une démo d'Argos. Donc n'hésitez pas. C'est tout à fait possible. Et donc, je regarde s'il y a d'autres. Il y a une autre question de Philippe. Est-ce que Argos est compatible avec Vimeo? Pas encore. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, mais enfin, globalement plus largement qu'un Vimeo, plusieurs outils qui permettent de récupérer des données du terrain. On a beaucoup de développement en cours, donc n'hésitez pas à nous suivre également pour avoir ça en tête. Ce qu'il faut avoir, c'est que Argos, on l'a construit pour nos ingénieurs qui se déplacent et qui aujourd'hui, on réalise, on va dire, plusieurs dizaines, voire centaines d'audits tous les mois. Donc, l'objectif pour nous, c'est de leur faire gagner du temps et du confort. Donc, ça fait partie forcément des choses auxquelles on a réfléchi. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, j'ai une question. Ah oui, effectivement, je vais prendre cette question et je pense qu'après, on va potentiellement conclure. Avec les nouveaux montants, il aurait été plus intelligent de ne pas obliger le changement de chauffage en cas de fuel pour pouvoir faire un monogeste opaque. Alors, c'est quelque chose qui a été évoqué par l'ANA il y a quelques mois, sur lequel on n'a pas eu de retour. Donc,
l'ANA avait évoqué la possibilité de cumuler d'un côté une rénovation d'ampleur et un parcours monogeste. Il n'y a rien qui ne l'interdit aujourd'hui. Ça pose de nombreux sujets d'un point de vue technique. Quel est l'état initial qu'on prend, à quelle échéance on peut faire les différentes étapes. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas permis parce qu'il faut forcément sortir du fuel dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Ça aurait pu être envisagé, mais des différentes relances qu'on a pu faire à l'ANA sur ce sujet, globalement, la porte est plutôt fermée de pouvoir cumuler une rénovation d'ampleur et un monogeste, ou en tout cas, il n'y a pas de règles officielles là-dessus. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est effectivement pas possible de cumuler les deux et qu'on oblige un changement de fuel dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Mais globalement, ça va vraiment dans le sens de ce que je disais au début, de la stratégie nationale, c'est la décarbonation en priorité. Ce qui explique aussi ce choix d'obliger le changement d'un système au fuel vers un autre système décarboné, enfin vers un système décarboné. Donc, je pense que c'est ça qui explique ce choix-là. Mais bon, nous, pour le coup, c'est pas nous qui faisons les règles sur les aides. Donc on ne peut que avoir une lecture de ce document. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas d'informations sur le fait que ce soit possible de faire ça. Alors, peut-être je termine par une dernière, pour l'ECFR, qui est quand même la dernière nouveauté, et puis on clôturera là-dessus parce qu'il est 59. Est-ce qu'il y a un moment précis pour envoyer le client auprès d'un ECFR? Non, il n'y a pas de règle. La seule chose qui est conseillée, enfin qui est demandée par l'ANA, c'est que ce soit fait avant le dépôt du dossier sur MaPrimeRénov'. Ça dépend du parcours de chacun. Nous, chez ITAC, on commence par un audit énergétique, systématiquement, avant de pouvoir basculer sur du MAR. Donc, on ne va pas envoyer un client voir un ECFR lors de l'audit où la personne elle est encore vraiment dans l'interrogation de son projet et ce qu'elle va faire de la rénovation énergétique ou pas. Donc, nous, on a fait le choix de l'envoyer plus tard, une fois que la personne a décidé effectivement de basculer vers des travaux et vers un projet de rénovation. Et c'est à ce moment-là qu'on l'envoie. Mais c'est vraiment à chacun de faire. La seule règle, c'est qu'il faut qu'au moment du dépôt, le rendez-vous ait eu lieu et l'attestation a été obtenue. C'est vraiment la règle principale. On va devoir malheureusement s'arrêter là parce qu'il est midi. Je ferme juste cette dernière question que j'ai un peu perdue, mais ce n'est pas grave, je l'ai perdue. Je ne sais pas comment. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à nous suivre, comme je le disais, sur LinkedIn. On aura l'occasion certainement de faire d'autres webinaires à l'avenir sur l'évolution du dispositif ou sur la rénovation énergétique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les actualités. Merci de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée.